Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'ex-chef de milice Maxime Mokom a été libéré. La Cour pénale internationale a abandonné les charges contre lui. Il était notamment accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Pour renforcer l'intégration et la coopération interafricaine, une ambition de la diplomatie marocaine, le développement industriel et des infrastructures, notamment portuaires, constitue un élément de réponse aux défis de l'intégration africaine. Vous entendrez Mehdi Tazi Rifi, directeur du port de Tangemed. Et puis, l'inclusion financière du continent africain a été à l'honneur les 20 et 21 octobre à Bruxelles, en Belgique, où s'est tenue la 9e édition du Rebranding Africa Forum, un rendez-vous d'affaires qui a réuni environ 300 participants. Mais tout d'abord, Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, est finalement sorti de prison ce vendredi 20 octobre. Il a bénéficié d'une liberté provisoire après avoir passé près de 4 ans derrière les barreaux. Une libération qui intervient plus d'une semaine après sa confrontation avec l'ex-première dame Sylvia Bongo Ondimba. Brice Lacruche Alianga avait été arrêté et incarcéré en décembre 2019 dans une opération anticorruption baptisée Scorpion. Il est ensuite condamné dans un premier procès à 5 ans de prison ferme en octobre 2021 pour fausse déclaration sur l'origine de sa nationalité, mais il reste inculpé notamment de détournement de fonds, blanchiment, corruption et concussion, des accusations qu'il a toujours niées. La Cour pénale internationale a indiqué ce jeudi 19 octobre qu'elle abandonne les charges contre l'ex-chef de milice centrafricain Maxime Mokom. Une notification a été émise la veille par le procureur Karim Khan et annoncée par le procureur adjoint Mamandjai Nyang. Maxime Mokom était notamment accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des atrocités commises en 2013 et 2014 contre des civils en Centrafrique en lien avec la milice anti-Balaka. Aïcha Mouyuzame. La Cour pénale internationale a indiqué le 19 octobre qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve disponibles dans l'affaire Maxime Mokom, elle avait conclu qu'il n'y avait plus de perspective raisonnable de condamnation au procès. Le procureur adjoint, Mamandjai Nyang, a fait l'annonce sur la décision de la Cour concernant la notification du procureur Karim Khan de retirer les charges contre Maxime Mokom. La juridiction pénale avait émis un mandat d'arrêt à l'encontre de celui qui serait à la tête de la milice anti-Balaka en 2018 et il avait été livré par le Tchad le 14 mars 2022. Cette décision s'est imposée dans les circonstances au regard des obligations du bureau et des intérêts de la justice et de l'équité. Le procureur peut bien entendu comprendre que d'aucuns puissent ressentir une certaine déception, une certaine frustration. Et je comprends cela. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais elle s'imposait au bureau dans les circonstances, après une évaluation objective de toute la preuve et des perspectives réalistes d'obtenir des preuves qui devraient permettre de déboucher sur une condamnation au procès. Notoirement connu comme le neveu de l'ancien président François Bozizé, Maxime Mokom était accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des atrocités commises en République centrafricaine du 5 décembre 2013 jusqu'à fin avril 2014 contre les populations civiles. Les charges qui pesaient sur lui comprenaient des accusations d'attaques contre la population, de meurtre ou encore des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion. La Cour a toutefois indiqué prendre ses décisions en fonction des preuves disponibles. Le procureur adjoint a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour garantir une condamnation. Nous devons constamment évaluer la preuve. Nous devons l'évaluer avec objectivité et rigueur, et ce, à toutes les étapes de la procédure. Dans cette démarche,
Seules les affaires qui offrent de bonnes perspectives de condamnation devront être poursuivies. Dans cette affaire Mokom, c'est après avoir analysé l'intégralité de la preuve et constaté au fil du temps l'émergence de circonstances tenant à l'effritement d'une partie de la preuve, avec des témoins clés devenus indisponibles ou inaccessibles, que le procureur a décidé, en toute responsabilité, de retirer les charges. La Cour pénale internationale a rappelé que sa décision n'empêcherait pas ses services de demander un nouveau mandat d'arrêt si davantage de preuves ou de témoignages devenaient disponibles concernant les crimes imputés à Maxime Mokom. La diplomatie marocaine fait de l'intégration et la coopération interafricaine une pierre angulaire de sa politique étrangère. L'accélération de la mise en œuvre des stratégies de développement industriel et des infrastructures en vue de la transformation structurelle du continent constitue un élément de réponse aux défis de l'intégration africaine pour aborder la contribution des ports marocains à l'intégration économique africaine. Africa 24 s'est entretenu avec Mehdi Tazirifi, directeur général du port de Tanger, Med Kwasi Ngoran. Au Maroc, le développement inclusif des économies africaines constitue incontestablement une solution africaine pour l'Afrique, un des leviers de l'intégration économique du continent, le renforcement de la logistique, des services de transport et des chaînes de distribution au sein même du continent. Tanger Med, premier port à conteneurs en Afrique, joue un rôle clé dans l'intégration logistique africaine. 40% des échanges commerciaux du complexe portuaire se font vers l'Afrique subsaharienne, souligne Mehdi Tazirifi, CEO de Tanger Med. En termes de contribution en fonction des années, nous la mesurons chaque année, nous sommes entre 35% et 40% de notre trafic qui est du trafic qui va de et vers l'Afrique. Effectivement, c'est un élément essentiel que nous mesurons sur une base régulière pour nous assurer que nous continuons à apporter cette compétitivité logistique dont je parlais tout à l'heure pour les différents ports africains. Le complexe portuaire Tanger Med a traité durant l'année 2022 un tonnage global de 107 822 662 tonnes, en progression de 6% par rapport à l'année 2021. Ce trafic devrait représenter environ 54% de l'ensemble du tonnage portuaire réalisé au Royaume du Maroc. Avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, le commerce intra-africain et l'émergence d'une industrie africaine plus forte, arrimée aux chaînes de valeur mondiales, restent un enjeu majeur pour la transformation du continent. Nous avons un sujet, comme je disais, de connectivité du continent au reste donc, du monde. Nous avons un sujet qui est de la ZLECA, qui est identifié par la ZLECA, à savoir la connectivité intra-africaine. Et tout cela passe par bien évidemment le développement d'infrastructures, mais également le développement de connectivité intra-africaine. Je pense que c'est un défi que nous pouvons relever collectivement. À noter que le Maroc dispose d'un ensemble d'opportunités lui permettant d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063, notamment la mise en place du nouveau modèle de développement et une nouvelle génération de stratégies et programmes sectoriels dont la vision et les objectifs fixés convergent parfaitement avec les aspirations et les objectifs de l'agenda 2063. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, les fêtes de fin d'année pourraient être difficiles pour de nombreuses familles aux revenus modestes à cause de la hausse continue des prix des denrées de première nécessité. Cette hausse est due en partie à la spéculation selon les pouvoirs publics. Pour réduire les impacts, le ministère du Commerce a interpellé les producteurs de pain, de produits avicoles et de ciment pour qu'ils réduisent les prix de vente de leurs produits. Un sujet de Catherine Gombaye. L'augmentation du prix de certaines denrées alimentaires et du ciment pèse sur les familles à revenus modestes dans un contexte où le salaire minimum est de 60 000 francs CFA.
Pour inverser cette tendance, dans une correspondance datée du 19 octobre 2023, adressée au président de l'interprofession avicole du Cameroun, IPAVIC, le ministre du Commerce appelle à une prise en compte des intérêts et droits légitimes des consommateurs à travers la baisse à due hauteur du prix du poulet et des œufs de table dans les marchés. Le Minicommerce critique la spéculation et relève en effet que le prix du maïs est passé de 310 francs CFA à 200 francs CFA. Parallèlement, le son de blé qui s'échangeait sur le marché à 150 000 francs la tonne se vend depuis 3 semaines à 70 000 francs CFA, soit une baisse de 53%. Dans la foulée, le Minicommerce a saisi le président du syndicat des boulangers du Cameroun pour lui signifier l'obligation d'une baisse significative et immédiate des prix du pain et des produits panifiés. Nous sommes dans une crise qui nous est imposée de l'extérieur. Cette crise est due à la hausse exponentielle, à la flambée des prix des produits de matières premières. Entre autres chiffres qui illustrent un refroidissement du marché, la tonne d'huile de palme coûte autour de 560 000 francs contre plus de 980 000 francs avant la fin de 2022. Et pourtant, les produits de la chaîne de valeur de cet oléagineux, à l'instar des huiles végétales et des savons, n'ont pas baissé sur le marché camerounais. La bouteille d'un litre d'huile végétale, par exemple, coûte 1 500 francs contre 1 000 francs avant la survenue du Covid-19. Aujourd'hui, nous connaissons un déficit de plus de 160 000 tonnes d'huile de palme brute. Parce que voyez-vous, nous avons une production nationale qui tourne autour de 400 000 tonnes, avec une demande de plus d'1 500 000 tonnes. Parce que quand on parle du déficit de plus de 160 000 tonnes, au cours des dernières semaines, les industries du secteur de la cimenterie ont annoncé avoir revu à la baisse le prix du ciment sans préciser à quel taux. Luc Magloire Mbarga Tangana vient également de saisir le président de l'association des producteurs de ciment pour lui demander de lui communiquer en urgence les nouveaux prix afin de lui permettre de s'assurer qu'ils sont dûment répercutés par le circuit de distribution au niveau du consommateur final en proie à une inflation galopante depuis près de 3 années consécutives. L'inclusion financière du continent africain était à l'honneur les 20 à 21 octobre à Bruxelles, en Belgique, où s'est tenue la 9e édition du Rebranding Africa Forum, une rencontre de 2 jours placée sous le thème « Les systèmes financiers africains en mutation, conciliation, authenticité et modernité, les chemins de l'inclusion financière ». Au total, 37 panélistes francophones et anglophones se sont succédés à la tribune de ce grand rendez-vous d'affaires qui a réuni environ 300 participants. Un reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Davray et Gladys Mwamba. Un potentiel financier, de multiples opportunités, l'Afrique est depuis quelques années considérée comme l'épicentre de la bancarisation numérique. Au cœur de cette innovation, la révolution du téléphone mobile et l'émergence des fintech, 2 éléments clés qui ont su favoriser la mutation des systèmes financiers africains. Et pour cause, plus de la moitié des comptes de paiement sur mobile dans le monde se trouvent en Afrique. Les pays sont dominés par le secteur informel, qui représente parfois plus de 60% de l'économie réelle. Et du coup, les politiques de financement qui s'arrêtent généralement aux banques classiques, aux systèmes classiques, n'atteignent pas dans la profondeur les populations et n'ont pas l'impact souhaité. Et c'est cette expérience-là que nous avons essayé de partager en indiquant qu'il faut innover et la digitalisation et l'inclusion financière à travers notamment les fintech, mais surtout aussi le mobile banking, offre des opportunités qui permettent de toucher au plus profond des populations. Un Africain sur 2 n'a pas encore accès aux services financiers. La banque mobile permet donc de pallier le déficit d'institutions bancaires, notamment en milieu rural. À l'essor de la bancarisation numérique vient s'ajouter l'émergence des fintech, perçue comme un véritable levier pour l'inclusion financière. Une industrie aux innombrables opportunités dont les revenus pourraient générer jusqu'à 230 milliards de dollars d'ici 2025, selon le cabinet McKinsey. Le potentiel, il est vaste. Demain, aujourd'hui même, on peut dire que l'Afrique, c'est le continent des opportunités. Ce sera le continent avec le plus de jeunes dans le monde entier. 1/3 de la population d'ici 20 ans sera sur le continent africain. Donc c'est hyper important pour nous de commencer à réfléchir à des véritables outils et des véritables
moyen d'inclure de manière encore plus impactante la finance auprès de ces populations-là et de permettre aussi de pouvoir épargner, commencer à épargner, investir, avoir des véritables outils financiers. Réflexion, échange, signature de partenariat, la 9e édition du Rebranding Africa Forum aura donc permis de créer du lien au-delà des frontières pour stimuler le développement du continent africain, mais aussi et surtout de fédérer autour d'une même idée pour suivre la marche entamée vers l'inclusion financière. Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, la filiale d'investissement d'impact d'Afribanks, a annoncé un investissement dans la raffinerie de pétrole de Cabinda, une plateforme modulaire intégrée de raffinage de pétrole en Angola, développée par Gemco Holding en joint venture avec Sonangol. L'objectif est de renforcer la production nationale de pétrole et de réduire les importations dans ce secteur. Plus de détails avec ce sujet de Catherine Ngombaye. Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, la filiale d'investissement d'Afreximbank, envisage d'accompagner l'Angola dans ses capacités de raffinage de pétrole brut en une variété de carburants, notamment le diesel, l'essence, le naphtha et le jet fuel pour la consommation locale et l'exportation. Une fois achevé, Cabinda Oil Refinery doublera la capacité de raffinage de l'Angola, ce qui permettra au pays et à l'ensemble de la région de réduire progressivement leur dépendance à l'importation de produits liés à l'énergie. Notre investissement dans la raffinerie de pétrole de Cabinda démontre l'engagement de la FEDA à promouvoir l'industrialisation et la substitution des importations sur le continent. Le projet est au cœur des plans de l'Angola visant à accroître la valeur ajoutée locale de ses ressources brutes, ce qui permettra au pays de répondre à ses besoins en pétrole raffiné et de créer des opportunités d'exportation. L'Angola produit environ 1,1 million de barils de pétrole brut par jour qu'elle exporte pour l'essentiel faute de capacité locale de raffinage. Selon les données de l'Agence américaine pour le commerce international, l'Angola dépense annuellement environ 2 milliards de dollars pour les importations de produits pétroliers. La production de produits pétroliers de l'Angola s'est établie en moyenne à 40 000 barils par jour en 2021, avec une capacité de raffinage de 80 000 barils par jour calendaire, selon les données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. La première phase de la raffinerie de Cabinda, estimée à 473 millions de dollars, pourra raffiner 30 000 barils de pétrole par jour. La deuxième phase devrait porter cette capacité à 60 000 barils de pétrole par jour. Nous avons des ressources en gaz, des projets de gazoduc qui doivent être mis en place, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour approvisionner le reste du monde. L'Afrique a des défis énergétiques qui doivent être relevés. Avec l'appui à l'investissement, le FEDA confirme son engagement à soutenir l'industrialisation et le développement économique de l'Afrique tout en garantissant la durabilité environnementale. À terme, le projet vise à satisfaire jusqu'à 20% de la demande intérieure de carburant en Angola. À la page culture, l'artiste chanteuse sénégalaise Viviane Chidid a décroché ce samedi 21 octobre le prix de la meilleure artiste féminine de l'Afrique au Trace Award 2023 à Kigali au Rwanda. Une consécration pour la reine du Jollof Band. C'est avec le chanteur interplanétaire Youssou N'Dour qu'elle débute en tant que choriste en 1993. Son premier album Entre nous sort en 1999. Dans son répertoire musical, elle comptabilise 19 albums et singles en 2011. Elle remporte au Moussiké African Music Award meilleure artiste féminine de l'année. En 2012, elle obtient le prix de l'artiste panafricaine de l'année, puis le prix de l'artiste ou groupe panafricain de l'année au Nigerian Entertainment Award, avant d'être nommée dans la catégorie meilleure artiste féminine au Kora All African Music Award. Ce présent prix qu'elle obtient à Kigali, elle le dédie à l'ensemble du peuple sénégalais, mais aussi aux femmes. Il vient s'ajouter à la longue liste de ses trophées musicaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.